Bonjour et bienvenue dans la vidéo du mercredi. Il y a environ 2 mois, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions ou plutôt toutes les idées reçues que vous aviez sur l'alimentation, que vous entendez depuis que vous êtes petit, par vos parents, par vos profs, par vos amis, et j'en ai sélectionné une dizaine auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo, soit justement pour déconstruire les fausses, soit pour confirmer les vraies. J'ai essayé de sélectionner celles qui revenaient le plus et parmi elles, comme vous pouvez vous en douter, les pâtes ou les féculents font grossir. Je pense que c'est important de rappeler la base, aucun aliment ne fait grossir. Pas plus des pâtes qu'un Kinder Bueno. C'est ton comportement alimentaire et ton style de vie qui va te faire maigrir ou grossir, pas l'aliment en lui-même. C'est vrai qu'on diabolise souvent les pâtes alors qu'en soi elles sont pas énormément plus caloriques que le riz par exemple. Elles ont l'avantage d'être riches en fibres et comme elles se digèrent lentement, elles nous tiennent au corps plus longtemps aussi. On a une sensation de satiété qui est plus longue. Et les pâtes en soi c'est un aliment qui est plutôt sain. Ce sont des glucides complexes. Bon évidemment on essaye de les prendre bio pour avoir une meilleure qualité de blé surtout. Parce que le gluten contenu dans le blé d'aujourd'hui n'a pas la même qualité que le blé dont bénéficiaient nos grands-parents par exemple. Donc voilà, c'est important de choisir des pâtes vraiment de bonne qualité, bio de préférence. Maintenant c'est intéressant de parler des pâtes parce qu'on peut vraiment tripler leurs calories en 2 minutes. Déjà évidemment avec la sauce, c'est vrai que tu vas pas mettre autant de sauce sur du riz que sur des pâtes et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine confusion au niveau des apports caloriques. C'est clair que si tu mets de la bolognaise ou de la sauce 4 fromages industrielle, si tu mets tout un sachet d'emmental râpé par-dessus, une grosse quantité de beurre ou d'huile, là effectivement ça devient moins sympa pour la santé mais surtout 2 fois, 3 fois plus calorique que les pâtes en elles-mêmes. La cuisson a également un grand impact sur l'indice glycémique. Si tu fais les pâtes al dente, elles seront considérées vraiment comme un sucre lent, donc c'est ce que je vous disais au début, mais si tu les fais surcuire, tu augmentes l'indice glycémique, donc le taux de sucre dans le sang augmente plus rapidement, tu vas les digérer plus rapidement aussi. Ensuite la question complète ou blanche, au niveau des calories, elles se valent à peu près. Mais pourquoi la pâte complète est plus intéressante, pourquoi le riz complet est plus intéressant, c'est parce qu'ils contiennent des fibres qui vont ralentir encore une fois l'assimilation dans l'organisme et te permettent ainsi d'être calé plus longtemps. Alors attention aux fibres, c'est super pour la digestion, mais c'est comme tout, il faut vraiment rester dans l'équilibre parce que si tu en consommes trop, là tu peux avoir l'effet inverse, des problèmes de digestion. Et pour rester sur l'équilibre, c'est comme tous les pâtes, si tu en consommes une grosse plâtrée à chaque repas avec beaucoup de sauce et que tu ne manges que ça sans faire d'exercice par la suite, donc sans compenser cet apport calorique, et bien effectivement peut-être qu'à force tu vas grossir. Mais si tu as une portion de pâte qui est raisonnable et qui fait partie d'une assiette équilibrée avec une protéine comme par exemple du saumon très riche en oméga 3, très intéressant, et voilà une portion de légumes à côté, là tu as ton assiette équilibrée dans des quantités raisonnables et tout va bien se passer. Un petit peu de parmesan sur les pâtes parce que des pâtes sans parmesan c'est comme un dimanche sans balade, c'est mieux avec. Mais attention parce que la frontière est fine et l'équilibre c'est pas non plus le contrôle psychorigide de tes assiettes avec un apport parfait en macronutriments. Personnellement je compte pas mes calories et je suis pas là en train de mesurer, attends est-ce que j'ai assez de protéines, est-ce que... Non, je le fais assez intuitivement. Mais si t'as envie de te faire des coquillettes au beurre sans ajouter de légumes, sans ajouter de protéines, justement un dimanche midi, tu peux en faire une tradition, y a aucun problème. Non seulement ça va pas te faire grossir parce que c'est ponctuel, si on veut rester sur voilà cette idée reçue que les pâtes font grossir, mais en plus ça n'aura pas d'impact sur ta santé, encore une fois parce que tu restes dans l'équilibre et tu fais pas ça tous les jours. Une autre idée reçue qui m'a été envoyée des dizaines et des dizaines de fois, ça concerne la viande. Ne pas manger de viande engendre des carences pour la croissance. Se priver de viande serait mauvais pour la santé, on en aurait besoin sans excès bien sûr. Et aussi des questions sur la vitamine B12, on manque de vitamine B12 en étant végétarien. Voilà, toutes ces idées reçues sur la viande. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, j'ai 25 ans, je n'ai jamais mangé de viande de ma vie, j'ai voilà, goûté 2-3 fois, mais depuis que je suis petite en fait c'est juste une question de goût. J'aime pas le goût de la viande, donc j'en ai jamais mangé. Ma mère n'a pas forcé, elle a vu que j'avais pas la viande, elle m'a fait manger des œufs, le poisson ça allait, donc voilà je mange des œufs assez régulièrement, du poisson un petit peu plus occasionnellement, mais j'en mange quand même de temps en temps. Je mange des produits laitiers, enfin surtout du fromage. Je fais 1m76, donc là la question sur la croissance, j'ai bien cru et j'ai aucune carence. Mais voilà, peut-être que c'est aussi dû au fait que je n'ai jamais donné de la viande à mon corps, donc il a pas dû évoluer, à s'habituer, c'est comme ça depuis toujours. Maintenant, si tu supprimes du jour au lendemain la viande de manière brutale, sans te renseigner correctement, sans compenser suffisamment ce que la viande t'apportait,
effectivement tu risques d'avoir des carences. Je voulais vous donner les informations pour pas que vous vous retrouviez dans une situation délicate et dangereuse pour votre santé. Déjà le fer. Alors petite parenthèse, une femme sur 5 est carencée en fer, qu'on soit vegan ou non d'ailleurs, parce que vous l'aurez remarqué, on perd quand même pas mal de sang, n'est-ce pas? L'avantage de la viande, c'est qu'elle contient beaucoup de fer qui est facilement assimilable par l'organisme, en moyenne assimilable à 25%, et c'est ce qu'on appelle le fer héminique. Et cette absorption, cette assimilation du fer dans l'organisme par des produits végétaux, des céréales, même des produits laitiers, est seulement à 5%. Donc vous voyez, même si on dit qu'on retrouve du fer dans les lentilles, dans les haricots, etc., il n'est pas assimilable de la même manière. 25% pour la viande contre 5% pour le végétal, c'est quand même une grosse différence et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Même si t'es vegan, pas se mettre des œillères, pas fermer les yeux, rester ouvert et se dire que bah oui, le fer de la viande est quand même beaucoup mieux assimilé par l'organisme. Tu as effectivement les légumineuses, donc que ce soit les lentilles, les haricots par exemple, t'en as également un peu dans le quinoa, le tofu, les flocons d'avoine, donc ça j'en consomme beaucoup déjà par goût, mais aussi parce que j'ai conscience que il me faut un gros apport en fer. Mais comme je le disais, il en faut quand même une sacrée quantité pour arriver à la dose assimilée par l'organisme avec la viande. Donc petites astuces pour mes copines végé. Attention à la consommation de thé. En fait, tous les thés empêchent ou rendent difficile l'absorption, encore une fois, du fer dans l'organisme. Donc c'est très important de ne pas boire de thé pendant les repas. Buvez votre thé 2 heures avant ou 2 heures après, et si vous avez des grosses carences en fer, vous pouvez même aller jusqu'à 4 heures avant ou après les repas. N'ayez pas peur de vous complémenter, de vous supplémenter. Prenez des compléments de fer. Si un surdosage de fer est mauvais pour la santé, en vrai comme tous les surdosages, encore une fois le mot clé, le mot d'ordre c'est l'équilibre, et bien c'est quand même nécessaire parce qu'un déficit en fer, c'est un problème pour ta santé physique mais aussi mentale, parce que tu vas ressentir beaucoup de fatigue, des cheveux très secs et cassants, des ongles qui cassent également, de la déprime un peu chronique et surtout beaucoup de maux de tête. Donc si vous vous retrouvez dans tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à aller faire un petit test. Moi je vous parle de choses que j'ai beaucoup étudiées et apprises, mais il faut toujours aller voir un professionnel. N'hésitez pas à faire un bilan de santé au moins une fois par an, c'est hyper important. Allez voir un médecin, faites un bilan, demandez conseil à des professionnels. Moi c'est juste une petite base si vous voulez ces vidéos pour éveiller votre curiosité, mais ensuite les professionnels sont qualifiés et ils vous aideront encore plus en profondeur. Donc voilà pour le fer, mais la viande contient également de la vitamine B12. Elle joue beaucoup de rôles, dont notamment un rôle dans le maintien d'un métabolisme énergétique normal, dans la formation des globules rouges, dans le système nerveux, dans le système immunitaire, et elle permet aussi une meilleure assimilation et fixation du fer. En fait, vous voyez, le fer et la vitamine B12, eh bien ça va de pair. Donc si tu es vegan, c'est-à-dire que tu ne consommes absolument aucun produit d'origine animale, tu dois absolument te supplémenter donc en vitamine B12, éventuellement en fer, et aussi avoir une consommation suffisante de vitamine C. Si tu es végétarienne, tu peux quand même retrouver de la vitamine B12 dans ton alimentation. T'en as dans les produits laitiers comme la mozza, les mentales, t'en as dans les œufs, un petit peu dans les yaourts, dans un truc qui je crois est pas du tout végétarien mais que j'adore, les moules. Il y a plus de vitamine B12 dans les moules que dans le bœuf. Donc n'hésitez pas à faire une petite soirée moules frites. Donc je vous mets en garde si vous voulez faire une transition, consommer moins de viande ou plus de viande du tout, voire plus de produits animaux du tout, c'est pas sans répercussions, donc faites attention à ça. Cependant, manger trop de viande est mauvais pour la santé aussi, ça faut pas se le cacher. Vous n'avez pas besoin de manger de la viande à chaque repas, c'est même déconseillé, surtout la viande rouge, et la viande est loin d'être toute rose non plus. Donc si vous n'êtes pas végétarien, mangez-en, mais évitez quand même d'en manger à chaque repas, et surtout pensez à alterner avec d'autres sources de protéines. Troisième idée reçue mes amis, vrai ou faux, pas de fruits en fin de repas. En fait c'est surtout un problème, une question de durée de digestion. Tu fais ton repas, mettons tu vas manger du riz complet avec du poulet et des légumes. Ça va prendre plusieurs heures à être digéré parce que là-dedans tu as des glucides complexes et donc une digestion qui est plus lente que des glucides simples. Or le fruit, ce sont des glucides simples. Tu as uniquement du fructose,
Donc un fruit c'est digéré, après ça dépend du fruit, mais c'est digéré environ en 30 minutes. Le problème c'est que si tu le manges à la fin de ton repas, il va se retrouver bloqué comme ça dans ton estomac par les autres aliments qui se digèrent beaucoup plus lentement. Et donc effectivement, s'il y a des bactéries dans ton estomac, etc., il va commencer à fermenter. C'est pas le cas de tout le monde, parce que le fruit il est envoyé directement dans l'intestin grêle en fait pour être décomposé. Donc il est là, il attend, il se dit bon alors le riz tu te dépêches. Et bien sûr ça dépend du fruit, ça dépend du repas que tu as mangé avant et ça dépend de la personne. Mon astuce serait de mâcher le plus longtemps possible ton fruit pour faciliter le travail de digestion. Et d'ailleurs tu remarqueras si tu as des problèmes de digestion à cause des fruits, que si tu manges une compote, donc des fruits qui sont déjà cuits et déjà moulinés, tu auras beaucoup moins de ballonnements que si tu manges une pomme juste après le repas par exemple. Alors en clair, si tu as des ballonnements et qu'il s'avère que tu manges des fruits après chaque repas, essaye d'éviter. Essaye de supprimer cette habitude ne serait-ce qu'une semaine et vois si tu as des résultats. Ça peut venir de complètement autre chose. Et puis si tu manges des fruits après chaque repas, que tu n'as aucun problème de ballonnement, que ça te va très bien, bah continue. Voilà, je voulais juste vous donner l'explication de pourquoi ça peut causer des ballonnements à certaines personnes. Maintenant, vous savez, on est tous différents, mais vous avez l'explication. Quatrième idée reçue, faut-il vraiment manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir? Celle-ci, je l'ai reçue pareil des dizaines de fois et je la trouvais vraiment très intéressante parce qu'on m'a dit ça toute ma vie. On peut se dire que c'est du bon sens et que c'est de la logique d'absorber le plus de calories le matin, un petit peu moins le midi et un petit peu moins le soir, puisque ça va dans le sens de notre utilisation des calories tout au long de la journée. Maintenant, ça fonctionne pas du tout comme ça sur moi, ni sur la majorité des gens en fait. Je me réveille, j'ai pas du tout faim, mon corps a vraiment besoin de temps et donc j'y vais progressivement. Je commence avec un matcha latte, voilà, je réveille mon corps doucement avec peu de calories et ensuite parfois j'ai faim vers 10h30, 11h, donc je mange un petit truc. Parfois j'ai pas du tout faim et j'attends en fait simplement le midi. Mon copain en revanche, dès qu'il se réveille, l'œil est à peine ouvert qu'il se rue dans la cuisine pour se faire un énorme petit déjeuner. Non seulement car il a très faim, en plus parce qu'il est taureau et surtout parce qu'il va à la salle de sport après tous les jours. Donc je pense aussi que son corps est habitué et qu'il anticipe qu'il va brûler beaucoup de calories en début de journée et donc c'est pour ça qu'il lui donne le signe qu'il a faim et qu'il faut un gros apport calorique. Moi au contraire, je veux pas énormément bouger mon corps le matin, on va dire. C'est peut-être aussi pour ça que mon corps se dit ok c'est bon, on a le temps, pas besoin de beaucoup de calories pour commencer la journée parce qu'il sait que dans mes habitudes je vais pas faire un gros effort. Moi j'ai plus tendance à suivre l'Ayurveda qui considère que ta digestion est semblable à un feu. Le feu, lorsqu'il est sur le point de s'éteindre, tu vas pas mettre plein de bûches comme ça parce qu'au contraire tu vas l'étouffer. Il va pas pouvoir repartir en fait correctement. Donc quand il te reste que des braises, on va dire après ta nuit de sommeil, eh bien tu lui redonnes progressivement des brindilles puis des petites bûches et là il peut tout à fait se réveiller plus progressivement en douceur. Mais peut-être que si je faisais du corps le matin, mon corps s'adapterait et j'aurais faim au réveil. Maintenant on nous dit que le soir il faut manger léger, mais on a faim le soir, non? On a tous faim le soir parce qu'on s'est dépensé toute la journée et qu'on a besoin non seulement d'une recharge énergétique, mais aussi d'un réconfort un peu plus émotionnel qu'on a, quoi qu'on le dise, avec l'alimentation. Et c'est pas malsain, c'est juste humain. Mais pour éviter le choc d'un gros dîner, je trouve ça peut-être plus sympa pour notre corps de lui donner peut-être un petit goûter. Si vous avez vraiment très faim le soir et que voilà, vous vous ruez sur la nourriture et que vous mangez beaucoup trop vite et qu'au final vous vous dites ah non j'ai trop mangé, eh bien essayez peut-être de goûter notamment des noix ou des amandes, des oléagineux parce que ils vont se digérer plus lentement, ça va vous tenir au corps et donc vous allez sûrement moins manger le soir. Toujours dans cet esprit de pas choquer le corps et d'essayer de rester assez doux et en accord avec nos besoins parce que c'est vrai que le soir tu vas pas faire un marathon le soir non plus, donc n'écoutez pas les dictons, écoutez votre corps parce qu'il sait mieux que quiconque ce dont il a besoin. Cinquième idée reçue, croyance globale, il ne faut jamais boire de l'eau durant les repas. En Ayurveda,
toujours. J'aime bien me baser là-dessus parce que j'aime beaucoup cette approche. C'est une médecine indienne, un mode de vie, même plus qu'une médecine, qui est assez intéressante et respectueuse de notre corps, de nos besoins, etc. T'apprends que il est effectivement déconseillé de boire de l'eau durant les repas, ou tout du moins des grandes quantités d'eau, parce que ça dilue en fait les sucs gastriques qui conduisent à une mauvaise assimilation des aliments, ce qui trouble également la digestion. Maintenant, il faut aussi faire appel au bon sens. Si tu es assoiffé durant le repas, que tu as un grain de semoule qui est coincé dans ta gorge, bois un verre d'eau. Mais essaye de le faire par petite gorgée par petite gorgée, et sinon essaye de boire un grand verre d'eau, mais plutôt 30 minutes avant ou après le repas. 6e idée reçue, il faut un café pour se réveiller le matin. Alors je vais décevoir beaucoup de personnes, mais c'est fortement déconseillé de boire un café au réveil. Je sais qu'il n'y a rien de plus réconfortant que l'odeur du café que tu mets en marche le matin, ta première gorgée de café. Mais dans l'idéal, ta première tasse de café, tu devrais la boire 3-4 heures après le réveil. Et la raison scientifique derrière cela, c'est que lorsque tu te réveilles, tu as une augmentation d'environ 50% de ton taux de cortisol. Tu sais, ton corps fonctionne avec des montées et des chutes d'hormones, et au réveil, l'hormone qui est induite, c'est le cortisol, qui te permet d'être éveillé, d'aiguiser ta vigilance, enfin de mettre vraiment tes sens en alerte, et donc le cortisol, c'est aussi l'hormone dite du stress. Le café, ça va avoir à peu près les mêmes effets. Donc, boire un café au même moment que ton taux de cortisol augmente dans ton corps, c'est hyper contre-productif parce que ça fait doublon. Et donc, vous savez, je vous ai dit que j'avais arrêté le café depuis, ça fait un peu plus d'1 mois maintenant. J'en buvais, je pense, 2 tasses par jour en plus du matcha, et ça me rendait un petit peu désagréable. Vraiment, ça changeait mes humeurs, et donc c'est pour ça que j'ai fait des tonnes de recherches sur le lien entre nos humeurs et le café. Je suis tombée sur des études, et c'était trop pour mon corps. Je faisais un doublon entre le cortisol et la caféine, et en fait, au moment où le cortisol chute, la caféine elle aussi chute, ça fait une double chute, et non seulement tu ressens un gros coup de barre, et aussi tu es chonchon, pour rester poli. Mais je vous dis pas du tout de supprimer le café. En fait, si vous aimez vraiment ça, il faut essayer d'être un petit peu plus stratégique, et prenez votre café au moment de la chute du cortisol. De cette manière, vous ne ressentirez pas le coup de barre justement de la chute de vos hormones. Vous compenserez ça avec le boost de la caféine. Donc essayez de prendre votre café plutôt vers 10 heures. Et si tu peux absolument pas attendre, que tu dois boire ton café avant de partir de chez toi, essaie de pas le mettre en première étape de ta routine. Par exemple, déjà, ouvre tes fenêtres. Ça, vraiment, ça doit être votre premier réflexe au réveil, parce que tu prends un grand bol d'air frais qui rentre dans tes poumons, ça te réveille, ça t'énergise, c'est hyper important. Moi, je prends des grandes inspirations, j'expire lentement. La respiration, c'est un facteur clé du bien-être, et donc c'est la première chose que je fais. J'ouvre mes fenêtres, ce qui permet d'aérer, de renouveler l'air de la pièce. J'ouvre également mon lit, pour l'aérer. Ensuite, vous pouvez aller prendre votre douche, ce qui va encore une fois vous énergiser, faire votre skincare routine, vous maquiller, vous habiller, et ensuite venir refaire votre lit, et en récompense, boire votre tasse de café. On a cette fausse croyance qu'on a besoin du café pour être en forme, alors qu'on vient de faire une nuit de sommeil. T'as pas besoin d'un café pour avoir de l'énergie, et en plus, si t'en bois depuis longtemps, etc., ton corps s'habitue au fur et à mesure. Ce sera pas à 10 heures, mais ce sera toujours mieux que tout de suite au réveil. En revanche, ce que tu dois faire tout de suite au réveil, c'est de l'eau. Réhydrater ton corps, tu le sais, après qu'il en ait été privé pendant des heures pendant cette nuit de sommeil. 7e idée reçue que je voulais aborder dans cette vidéo. J'ai toujours pensé que l'avocat faisait grossir. Est-ce une fausse idée reçue? C'est effectivement une fausse idée reçue. L'avocat ne fait pas grossir. Un Kinder Bueno ne fait pas grossir non plus. Enfin, vraiment essayer de comprendre qu'aucun aliment ne fait grossir. Il y a certes des aliments plus caloriques que d'autres, donc si t'en manges dans des quantités astronomiques, mais déjà si l'avocat faisait grossir, tu verrais aucune mannequin Victoria's Secret en manger, or c'est la base de leur alimentation. Petite parenthèse, l'avocat c'est un aliment santé incroyable. Certes il est fort calorique, mais la nature est bien faite. Tu vas pas pouvoir manger 3 avocats d'affilée, on est d'accord. Donc en vrai, t'as plus de chances de faire un gros excès calorique en mangeant un paquet de chips qu'en mangeant un avocat. Les chips, tu manges le paquet entier, tu peux enchaîner sur un second paquet sans problème.
L'avocat, t'en manges déjà un entier. Est-ce que tu vas aller en rouvrir un autre? Je suis pas sûre. L'avocat, t'es vite calé parce qu'il contient des bons lipides. Il te tient au corps, alors que les chips, c'est plus des calories vides en fait qui ont aucun intérêt nutritionnel, bien que toute ton alimentation ne doit pas absolument avoir un intérêt parce que nous ne sommes pas des machines, mais t'as plus de chances de grossir avec les petits grignotages que tu fais sans t'en rendre compte qu'avec les avocats. L'avocat pour moi c'est la meilleure source de lipides. Il est riche en acides gras monoinsaturés, il est riche aussi en plein de vitamine B, en vitamine E. Il booste l'absorption de la vitamine A également. Il contient aussi du fer, du magnésium, du zinc, donc en plus d'être bon pour la santé, il est bon pour la beauté, pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles. Maintenant, ça n'est pas un aliment hyper éco-responsable, qu'on s'entende, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour la production des avocats et ils viennent bien souvent de très loin. Maintenant, rassurez-vous sur deux choses. C'est bien pire pour l'environnement de manger de la viande rouge que de l'avocat. Je vous laisse vérifier. Et en plus, vous pouvez en trouver facilement en provenance d'Europe et notamment du sud de la France. On a toujours cette idée qu'il faut aller au Mexique pour chercher les avocats alors qu'on en a dans notre pays. 8e idée reçue, est-ce que les glucides sont mauvais pour la santé? Les glucides, mes amis, sont indispensables à notre santé. C'est un des 3 macronutriments dits essentiels, donc essentiels à notre santé. Tu as les protéines, les lipides, les glucides. Idéalement, tu devrais manger des 3 dans chacun de tes repas. Moi par exemple, je mange des glucides à chaque repas. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, mais surtout c'est le substrat énergétique préféré de notre cerveau. Donc si tu veux pouvoir bien réfléchir, être bien concentré, ne pas avoir de problèmes de mémoire, etc., mange des glucides. Maintenant, tous les glucides ne se valent pas. Certains sont effectivement pas très bons pour notre santé, comme les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, les bonbons, les pizzas, les quiches même. Donc faut pas non plus les éliminer totalement, mais les consommer encore une fois avec modération, rester dans l'équilibre en fait raisonnable. T'as d'autres glucides qui eux sont de super qualité et sont vraiment très intéressants pour notre santé. T'as par exemple le quinoa, le riz, tu as les patates douces, moi c'est ma source de glucides préférée, les patates douces. Donc vous voyez, tout ça ce sont des glucides dits complexes qui se digèrent lentement. Mais tu as certains glucides simples qui sont aussi très bons pour la santé et qui t'apportent beaucoup de vitamines et de fibres également. Les fruits. Alors les fruits, il ne faut pas non plus en manger toute la journée à longueur de journée en se disant c'est naturel, c'est des fruits. Ça reste du sucre, donc encore une fois, il faut en consommer en quantité raisonnable, c'est-à-dire 2-3 par jour, c'est très bien. Mais voilà, ça t'apporte des vitamines qui sont aussi nécessaires et essentielles au bon fonctionnement de ton organisme. Et aussi, petit rappel, privilégie toujours des fruits entiers plutôt que des jus par exemple, pour conserver les fibres et ne pas faire un gros pic d'insuline, donc une grosse montée du taux de sucre dans le sang. 9e idée reçue, les légumineuses difficiles à digérer. Alors, les légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, tous les haricots, rouges, noirs, blancs, etc. Ce sont des aliments super, notamment pour les végétariens parce qu'ils sont très riches en protéines, en fibres, ils contiennent des glucides également, mais ils sont fermentescibles. En fait, ce qui se passe, c'est que les glucides des légumineuses ont des difficultés à être absorbés, assimilés par l'organisme. Donc, ça peut te provoquer effectivement des ballonnements, des gaz, ce genre de choses pas très agréables. Mais j'ai encore des petites astuces. Déjà la première c'est que plus tu en manges, plus le corps va évoluer, va s'habituer et mieux tu vas les digérer au fur et à mesure. Autre astuce, lave toujours tes légumineuses, qu'elles soient déjà cuites ou en conserve. Lave-les avant de les cuire, tu peux changer même l'eau de la cuisson à mi-cuisson, relave-les après les avoir cuites. Et si tu prends des conserves, moi par exemple, je mange pas de lentilles vertes parce que ça me fait vraiment très mal. Je mange des lentilles corail parce que ça va. Donc ça, je les fais moi-même. Mais ce qui est pois chiches et haricots, je les achète en conserve et je les rince abondamment. Et ça change tout pour la digestion. Et autre astuce, cuis-les bien parce que les légumineuses al dente, c'est pas digeste. Alors que les légumineuses bien cuites, elles vont se digérer beaucoup plus facilement. Voilà les petites astuces. Et sinon, choisis les légumineuses que ton corps préfère. Moi, comme je vous disais, les lentilles vertes, je peux vraiment pas.
mais tout le reste ça va. On arrive à la 10e idée reçue, mais vous allez voir que j'ai 2 idées reçues bonus qui valent le coup d'être entendues. Alors, les sauces, ça gâche la healthitude du plat. Alors oui, c'est vrai que les sauces, ça peut rendre le plat un peu moins sain et aussi tripler les calories du plat sans qu'on s'en rende compte, surtout si elles ne sont pas faites maison. En fait, c'est ça le problème, c'est si tu achètes des sauces industrielles. Donc ce que je vous conseille, c'est naturellement de toujours faire vos sauces vous-même. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais la dose de sucre, de sel, d'huile, de conservateurs, d'additifs, de colorants qui te mettent dans les sauces industrielles, c'est... Même si c'est bon, en fait tout est étudié pour que ce soit délicieux, que t'en rachètes, que t'en mettes plein. Mais en soi, quand tu regardes la compo... Donc en fait, on en revient un peu à ce qu'on disait pour les pâtes. Si tu ajoutes de la sauce bolognaise industrielle ou 4 fromages industriels, tu partais d'un aliment sain et tu le rends effectivement beaucoup moins bon pour ta santé. Donc faites vos sauces maison. Petit conseil, moi par exemple pour mes spaghettis, je prends des conserves de tomates entières pelées bio que je viens écraser dans le fond de ma casserole pendant que les spaghettis sont en train d'égoutter. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et ensuite je remets mes spaghettis ou mes pâtes. Je mélange correctement, ensuite un petit peu de parmesan par-dessus, des feuilles de basilic fraîches et c'est délicieux. Ensuite pour les salades par exemple, j'utilise de l'huile de noix ou de noisette parce que ça a un petit goût merveilleux qui vient vraiment relever les saveurs et bien assaisonner. J'ajoute à ça du citron parce que pareil, le citron c'est un excellent exhausteur de goût. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et ça suffit. Le but n'est pas de masquer le bon goût des aliments mais de venir le sublimer. Après, je fais aussi des sauces un petit peu moins saines, mais voilà, de manière un petit peu plus occasionnelle. Par exemple, pour mes wok, j'adore mélanger sauce soja, miel, graines de sésame, parfois un petit peu de sirop d'érable. C'est trop bon, mais tu vois, je vais pas le faire tous les jours non plus parce que c'est très fort en sel. Je mets pas mal de miel. Donc voilà, ça rend le repas hyper réconfortant et tout, c'est trop bien, mais je le fais pas tous les jours non plus. Mais en clair, pour ta santé, n'achète pas de sauce industrielle. On termine par 2 idées reçues que je trouvais exquises parce qu'on a entendu ça depuis qu'on est petit, nos parents nous l'ont rabâché, mais la deuxième, donc la dernière, est au fond très importante. Alors la première, c'est: la soupe fait-elle réellement grandir? J'ai inclus cette question parce qu'elle m'a été posée des dizaines de fois, bien qu'on connaisse évidemment tous la réponse. Non, la soupe ne fait pas grandir, c'était simplement une stratégie inventée par tes parents pour te faire manger des légumes. Et voilà, bien qu'elle contienne des minéraux très intéressants, qu'elle permette de t'hydrater parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau dans la soupe, principalement de l'eau, eh bien elle ne te fera pas grandir davantage. Et enfin, la dernière idée reçue, il faut finir son assiette. Ça, c'est ce que disent tes parents parce que ça les embête de sortir un tupperware juste pour les 5 bouchées qu'il reste ou de gâcher. Mais en soi, c'est vraiment pas bon de se forcer à manger alors qu'on n'a plus faim. En Ayurveda, on nous apprend d'ailleurs qu'il faut pas manger jusqu'au sentiment total de satiété parce qu'en fait, il vient petit à petit. Donc, il faudrait s'arrêter juste avant à être complètement repu. Je pense d'ailleurs que c'est important de rappeler que la sensation de satiété arrive 20 minutes après avoir commencé le repas. Donc, il faut manger lentement. On vous le répétera jamais assez, mais prenez le temps de manger sans regarder votre portable, en regardant vos aliments, en appréciant ce que vous mangez. Ça change tout parce que votre cerveau est vraiment concentré sur cette activité que vous êtes en train de faire. Et surtout, prenez le temps de mâcher parce que ça change tout. En fait, c'est littéralement la première étape d'une bonne digestion. Lorsque ton corps digère, il écrase les aliments. Donc si tu mastiques longtemps, tu lui mâches littéralement le travail. Et ça peut réduire beaucoup de ballonnements. Je dis pas que les ballonnements ont une seule cause et que c'est parce que vous mâchez pas assez, loin de là. Mais ça peut en être une et donc ça peut valoir le coup d'essayer, enfin même si je vous le conseille vraiment, mâcher davantage vos aliments. Ça permet également de mieux ensaliver les aliments, ce qui est hyper important aussi pour assurer une meilleure digestion. Mangez lentement, mâchez longtemps, ensalivez beaucoup et vous n'êtes pas obligé de terminer votre assiette. C'est pas parce que vous ne terminez pas que vous allez gâcher. Vous pouvez conserver et vous en servir justement pour votre prochain repas. Dites-moi quelle idée reçue vous aviez, celle qui vous a vraiment étonné. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider et vous intéresser. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain comme d'habitude à 10 h du matin sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye et merci d'avoir regardé jusque là.